Jour première, François Heureux. Nous sommes en octobre 2016. Un sociologue donne une conférence à Charleroi devant 200 étudiants. Il y fait l'apologie de l'abstention électorale de masse comme point de départ d'une reconquête citoyenne de la démocratie. Son propos est largement médiatisé. Il séduit l'opinion publique. Un peu trop d'ailleurs, et l'homme devient la cible des leaders politiques avant de se faire enlever par un mouvement d'extrême gauche. Cet homme, c'est Hector de Troyes, et c'est le héros d'une trilogie, Les Éprouvés, trilogie signée Richard Laurent. Bonjour. Bonjour. Alors c'est du thriller, ça se passe en Belgique, particulièrement dans la région de Charleroi, mais avec en toile de fond des intrigues politiques évidemment très actuelles, on va en parler. C'est d'abord un roman, Richard Laurent, un thriller qu'on peut lire comme tel, un divertissement finalement. Absolument, on peut avoir une double lecture des Éprouvés et de sa suite Les Noirs Avènements. C'est un thriller, il respecte les codes du genre, il y a des énigmes, il y a des rebondissements, il y a de la violence, mais il y a aussi un arrière-fond politique et qui peut à un moment donné montrer ce qui se passe dans le champ politique quand surgit une nouvelle variable, c'est-à-dire un acteur inattendu et une pratique inattendue, ici en l'occurrence l'abstention de masse, mais pas n'importe quelle abstention de masse, une abstention de masse contrôlée par un mouvement citoyen qui s'en sert pour faire pression sur les partis politiques afin de les contraindre à respecter les programmes qu'ils ont mis en évidence à la faveur d'une campagne électorale. Oui, mais c'est un mouvement qui utilise la violence aussi pour parvenir à ses fins. Le mouvement citoyen, non. Le mouvement citoyen tel qu'il émerge à un moment donné dans le deuxième volet, c'est-à-dire les Noirs Avènements, n'utilise pas la violence. Il utilise simplement une forme de coercition symbolique en disant aux partis politiques, eh bien voilà, si vous ne faites pas ce que vous avez promis de faire, vous allez être délégitimé parce que, à un moment donné, dans un pays où le vote est obligatoire, arriver à 50% d'abstention, c'est une manière de montrer que le scrutin est vide, qu'il n'a plus aucune valeur, aucune signification. Oui. Bon, on y est justement, hein, donc 50% d'abstention, c'est le chiffre qui ressort des législatives premier tour en France hier. Ça veut dire quoi, que votre fiction rejoint en grande partie la réalité aujourd'hui, ou bien c'est la réalité qui vous a déjà inspiré cette fiction? Quel est le point de départ finalement? C'est la réalité en fait qui a rattrapé ma fiction. Le point de départ, c'est une expérience vécue, celle d'Hector de Troyes. En fait, ça a été mon expérience. La seule différence, c'est que lorsque j'ai fait cet exposé, cette conférence devant les 200 étudiants d'une haute école de Charleroi, il n'y avait pas de journaliste dans la salle. Donc là où le point de départ, je me suis dit, que se passerait-il si à un moment donné un journaliste donne une caution médiatique à une proposition qui au départ est un peu une proposition d'esbrouf? Oui. Ce que je veux montrer dans le roman, c'est qu'en fait le sociologue Hector de Troyes est lui-même dépassé par sa propre proposition et que cette proposition engendre une dynamique qui va au-delà de ce qu'il avait envisagé. Alors l'abstention de masse, on l'a en France, mais là en France le vote n'est pas obligatoire. Est-ce qu'en Belgique, vous pensez qu'on aurait le même phénomène si les gens n'étaient pas obligés de se déplacer pour exprimer leur voix? Je pense aujourd'hui que dans l'état actuel du fonctionnement des démocraties, on pourrait avoir le même type de phénomène à cause d'une réalité que jusqu'à présent personne ne souligne, que les médias eux-mêmes n'ont pas souligné. C'est qu'aujourd'hui, s'il y a une fracture entre la classe politique et une grande partie de la population, c'est parce que depuis à peu près un demi-siècle, les grands partis ont laissé croire aux gens, ont voulu faire croire aux gens que la démocratie se réduit simplement à l'action de ces grandes formations politiques. La démocratie a plusieurs aspects, plusieurs versants. Je pense aujourd'hui que ce qui fait la valeur de la démocratie et ce qui peut constituer un espoir, ce n'est pas nécessairement le tirage au sort que j'ai entendu évoquer. Je suis très sceptique par rapport à la valeur du tirage au sort. En revanche, un mouvement citoyen sorti de la société civile, du secteur associatif, en alliance avec des syndicats et d'autres catégories socio-professionnelles, peut à un moment donné mettre en difficulté la classe politique au point de la contrainte à rester fidèle à ses engagements. Richard Laurent, merci d'être avec nous pour ce roman Les Éprouvés. Vous restez bien sûr avec nous. Les Éprouvés, c'est un thriller assez noir sur fond de fiction politique. Vous restez avec nous, Richard Laurent. Jour première, François Heureux. Et à 9h35, nous sommes toujours avec Richard Laurent pour sa trilogie. Pour l'instant, il y a 2 tomes et le 3e est en préparation. On va en parler aussi. Trilogie Les Éprouvés. Et le 2e tome qui vient de sortir, Les Noirs Avènements. C'est une trilogie
C'est un thriller, hein, c'est un roman noir, mais avec un fond politique qui rappelle quand même beaucoup des situations politiques que l'on connaît bien ici en Belgique. Je vais lire un petit extrait, Richard Laurent, je trouve qu'il est assez parlant. Vous dites à un moment, la Belgique s'était transformée, une abrupte plongée vers le pire. 3 ans après l'installation d'un gouvernement de droite décomplexé, le pays avait changé de visage. Allié avec les libéraux des 2 communautés linguistiques, les démocrates chrétiens et les nationalistes du Nord avaient transformé le paysage social en dantesque purgatoire et placé le pays au seuil de son éclatement, devant une opposition socialiste réduite aux incantations et face à la faiblesse syndicale. L'extrême gauche avait majoré ses scores dans les sondages au nord comme au sud du royaume. On a évidemment très envie de penser à la Belgique actuelle avec un PTB qui est en une des sondages, qui passe en tout cas devant le Parti socialiste parfois dans certains sondages, avec un gouvernement effectivement plutôt de centre-droit qui incorpore la NVA. Ça veut dire que vous utilisez la fiction pour dire beaucoup de choses sur la Belgique d'aujourd'hui ? Absolument, j'utilise la fiction pour montrer un certain nombre d'évolutions, avec ce qui est assez saisissant. Pour moi, c'est que j'ai écrit Les Éprouvés en 2014, il a été publié en 2015, et au moment où j'ai écrit ces lignes, j'étais loin d'imaginer qu'un certain nombre d'évolutions rejoindraient ma description. À ce moment-là, on ne parlait pas encore de la montée de l'extrême gauche, mais pour les besoins du scénario, j'avais besoin de montrer une extrême gauche qui, en tout cas, rejoignait presque le PS. Et le problème que j'ai rencontré, que ce soit pour le premier volet, Les Éprouvés, ou pour le deuxième volet, Les Noirs Avènements, c'est qu'à certains moments, j'étais amené à devoir réécrire certains chapitres parce que la réalité rattrapait ce que j'étais en train de dire. Par exemple, c'est vrai que pour le deuxième tome, vous me disiez, c'est vrai qu'il colle fort aussi à l'actualité. Quel est l'événement qui a fait que vous avez dû changer à un moment votre plan ? Il y a eu au moins 2 événements. D'abord, il y a eu l'élection de Trump. J'ai dû, à un moment donné, intégrer cette réalité géopolitique à mon récit. Et à un moment donné, dans la description de la situation belge, pour montrer que cette situation se détériorait, j'avais envisagé qu'en 2018, le déficit budgétaire atteignait 10 milliards. Et 15 jours après que j'ai eu rédigé ce chapitre, il y avait des chiffres qui venaient du bureau du plan qui montraient qu'on n'en était pas loin. Donc j'étais quand même un peu embarrassé. Je me disais, il faut absolument que je termine d'écrire avant qu'un certain nombre d'évolutions ne dépassent ce que j'avais écrit. J'ai même intégré d'ailleurs dans la suite des propos de ministres actuellement en place. Et il y a par exemple à un moment donné une déclaration du ministre de la Justice, Koen Geens, qui dit le 26 décembre de l'année passée, il dit ceci: « Je vois 3 possibilités. Soit l'establishment, comme on l'appelle, se renouvelle, s'améliore et renoue avec le pouvoir dans de bonnes conditions, soit on va vers le totalitarisme. Soit il y aura un stade intermédiaire et l'on ne sait pas s'il conduira ou bien au totalitarisme ou à la Renaissance. » À partir évidemment d'une telle déclaration, je me suis senti conforté dans la description que je faisais de l'évolution du paysage belge. Et je montre notamment dans Les Noirs Avènements comment peut se produire dans un pays comme le nôtre un coup d'État qui n'a pas l'air d'être un coup d'État. Vous pensez que, c'est ma question qui allait suivre, vous pensez qu'un coup d'État est possible en Belgique ? Je pense qu'un coup d'État n'est pas possible au sens classique du terme, c'est-à-dire la manière un peu, je dirais, exotique dont on se le représente, mais je pense qu'il peut y avoir ce qui n'est pas un coup d'État dans sa forme, mais aboutir à des conséquences semblables par des glissements successifs, que ce soit dans le non-respect d'un certain nombre de décisions de justice, comme on l'a vu, dans les moyens de plus en plus restreints que l'on impose au fonctionnement de la justice. Je pense qu'on peut arriver à un moment donné à une dégradation des libertés fondamentales et des conditions d'existence. Oui. Vous parlez beaucoup, on en a déjà parlé dans la première partie de l'interview, de l'abstention de masse comme arme finalement de la population pour renouveler la démocratie. Vous la prônez, cette abstention de masse? C'est un message que vous faites passer aussi à travers ce livre? C'est-à-dire que quand j'ai commencé à évoquer l'abstention de masse, au départ, pour moi, c'était une idée, c'était une provocation, une espèce d'expérience de pensée, et je ne pensais pas qu'à mesure que j'allais écrire, cette hypothèse se révèle de plus en plus crédible. Aujourd'hui, je dis, dans le renouvellement, je ne préconise pas l'abstention de masse, mais je dis, cela peut arriver, parce que l'évolution de la démocratie, elle ne se provoque pas par décret.
venue d'en haut. La société telle qu'elle existe aujourd'hui est conflictuelle. Et je pense qu'à un moment donné, toute chose restant égale, une contestation sortie de la société civile et nouant de nouvelles alliances avec des acteurs inattendus peut provoquer le même résultat. Oui. Mais est-ce qu'on n'a pas aussi pour l'instant, on le sait, hein, il y a une nouvelle vague d'affaires qui frappe essentiellement le Parti socialiste. 10 ans après les affaires Carolo, j'imagine que vous les avez suivies, ces affaires, puisque vous venez de là et vous avez été actif d'ailleurs dans le monde associatif, syndicaliste, politique carolorégien. Est-ce que ce genre de révélation ne va pas aussi amener les partis à se renouveler? Est-ce que vous ne pensez pas qu'on est ici dans une nouvelle histoire politique et que les partis vont d'eux-mêmes se renouveler? Vous pensez que c'est sceptique. Je suis assez sceptique. Pourquoi? Parce que le mode de fonctionnement des partis ne permet guère de changement. Il faut se rendre compte qu'il y a à l'intérieur des partis, à chaque étage, des oligarchies qui empêchent le renouveau. Les militants à l'intérieur des partis ne font pas ce qu'ils veulent. La fameuse discipline de parti, c'est quoi? Sinon, à un moment donné, l'imposition de tel type de comportement à base d'obéissance qui empêche précisément le renouveau. Moi, je constate que les affaires qui ont éclaté à Charleroi, c'était pas le début. Il y a eu Augusta Dassault, il faut quand même pas oublier le passé. Est-ce qu'on a tiré les leçons de ça? Je ne le pense pas, je vois que ça continue. Mais est-ce qu'il n'y a pas une question de survie aussi pour ces partis à un moment? C'est-à-dire qu'à un moment donné, ces grandes structures politiques se battent davantage pour garantir leur pérennité que pour coller finalement à ce qui monte de la société civile. Un exemple, il y a à peu près 34 ans que les politiques d'austérité ont commencé. La plainte sociale n'a cessé de se manifester, elle n'a jamais été répercutée dans le champ politique. Et à un moment donné, que se passe-t-il? Eh bien, cette population qui se rend compte que sa souffrance n'est pas prise en compte, finit par se détacher de cette forme de représentation et cherche autre chose. Ce que vous décrivez aussi dans ce livre, quand vous parlez des grands partis politiques belges, hein, parce s'ils ne sont pas clairement cités, on comprend que c'est de eux dont vous parlez. On a parfois l'impression que ce sont aussi des marionnettes qui agissent au service d'intérêts particuliers. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu dans la théorie complotiste Non, je serais tenté de dire que la théorie complotiste, elle sert surtout à dissimuler le fait qu'il y a réellement des complots. Et donc, c'est vrai qu'il y a des intérêts privés. Il suffit d'aller voir, par exemple, au Parlement européen, les lobbyistes disposent d'autant de bureaux que les parlementaires eux-mêmes. Il y a le poids de ces lobbies. On parle de certains lobbies. Je pense, par exemple, je le cite dans mon livre, on parle du VOCA, on parle de la FEB, mais ce sont les arbres qui cachent la forêt. Il y a derrière ces lobbies patronaux locaux, il y a des lobbyistes qui sont autrement plus puissants. Je pense par exemple à un lobby, je l'appelle le Symposion dans mon roman, mais en fait il désigne un lobby qui existe réellement, dont le siège se trouve d'ailleurs non loin du Parlement européen, et qui a copié sa stratégie et sa composition sur le fameux Business Roundtable américain qui réunit 500 patrons des grandes multinationales américaines. Il y a l'équivalent en Europe, et il est autrement plus écouté que simplement le VOCA ou la FEB. Ouais. On l'entend, hein, Richard Laurent, vous êtes très dur envers le gouvernement actuel, aussi envers une certaine forme de politique, de manière de faire de la politique. Est-ce que... alors vous avez écrit des essais, entre autres sur l'extrême droite avant, mais c'est sociologique, des écrits scientifiques. Est-ce que la fiction a finalement été pour vous la seule manière de dire tout haut ce que vous pensiez jusqu'ici tout bas? Très exactement, parce que la fiction me permet deux choses. D'abord, de démultiplier les discours à travers les personnages que je crée, et en même temps, de faire état de ce que mon expérience personnelle m'a montré des fonctionnements des différents pouvoirs, ce que je ne pouvais pas faire dans un essai. Tandis que dans la fiction, je peux me lâcher, je peux utiliser toute une expérience personnelle avec bien entendu la part de subjectivité qu'il y a dans une expérience personnelle, mais je peux révéler des modes de fonctionnement que je n'aurais pas pu révéler dans un essai. Richard Laurent, vous restez avec nous pour cette trilogie Les Éprouvés, un thriller qui nous parle évidemment de politique, qui nous parle de notre pays. Aujourd'hui, on vous retrouve dans quelques instants. Jour première, François Heureux. Et nous sommes toujours avec Richard Laurent pour sa trilogie Les Éprouvés, un thriller assez noir qui dépeint de manière assez précise aussi, et parfois la précision est assez impressionnante, la Belgique politique d'aujourd'hui. Richard Laurent,
Les éprouvés, c'est qui finalement? Qui se cache derrière ce nom, les éprouvés? Les éprouvés, c'est un mouvement d'ultra-gauche qui est passé, je dirais, de la propagande, de l'incantation politique à l'action subversive, et qui, sans trop dévoiler bien sûr du roman, qui se fait parrainer et épauler par un autre mouvement terroriste qui est le M22, qui est un vieux mouvement communiste grec qui, à un moment donné, va amener l'alliance des éprouvés, ce mouvement d'ultra-gauche, dans une situation assez compliquée, parce que il y a un groupe paramilitaire qui va intervenir et qui va, d'une certaine manière, éliminer pratiquement la tête, donc la direction de ce mouvement terroriste. Oui. Ça, c'est dans le premier volet. Dans le deuxième volet, on voit ce qu'il advient après, justement, cette élimination qui n'en est pas vraiment une. Donc, la caractéristique du thriller, c'est que chaque fois qu'on croit avoir compris qui tire les ficelles, on s'aperçoit qu'on est dans une logique de poupée russe. Il y a toujours un autre acteur qui se trouve derrière. Et qui est cet acteur finalement? Mais ça, on le verra dans le troisième volet. Je ne dévoile rien, bien entendu. Oui, il y a un troisième tome qui est en cours d'écriture. On va en parler dans un instant. Mais pour revenir sur ce terrorisme d'extrême gauche, c'est vrai que dans votre livre, on reconnaît beaucoup de situations actuelles. Par contre, ça, c'est un petit peu anachronique, non? Le terrorisme d'extrême gauche, c'est quelque chose qu'on a connu il y a quand même longtemps avec les cellules communistes combattantes. Absolument. Par exemple. Est-ce que vous pensez que ça peut revenir, ça, aujourd'hui ? Ah oui, je pense que il n'est pas impossible qu'à un moment donné, toutes choses restant égales, évidemment, on puisse voir ressurgir à un moment donné cette forme de terrorisme. Et je pense que d'ailleurs la sûreté de l'État elle-même prend ça très au sérieux dans la mesure où elle surveille, en dehors du mouvement djihadiste, elle surveille aussi certains milieux qui sont liés à l'extrême gauche parce qu'elle croit que cette hypothèse n'est pas totalement disparue du paysage belge. Alors oui, on l'a dit, hein, votre thriller se développe en trois parties. C'est une trilogie. Il y a les éprouvés, il y a les noirs avènements, et puis il y a les éveillés. C'est ça, c'est le titre du troisième et dernier tome, qui est en cours d'écriture, qui sortira, vous m'avez dit... Normalement l'année prochaine, avant les élections communales. Oui. Est-ce que ça, les éveillés, après les éprouvés, est-ce que ça va se terminer bien? Est-ce que la démocratie va renaître de ses cendres? Ou en tout cas, est-ce qu'elle va trouver un nouveau mode de fonctionnement dans ce troisième et dernier tome? Ce que je peux dire de ce troisième sans trop dévoiler, c'est que il n'y aura certainement pas un happy end à la manière hollywoodienne, parce que ce ne serait pas crédible. Le troisième volet s'interroge sur une question qui est centrale aujourd'hui. Si un contre-pouvoir doit surgir en Belgique, qui ne viendrait pas des grands partis, quel serait le type d'alliance qu'il peut nouer? Et quel serait le type de difficulté qu'il rencontrerait? Et une des difficultés qu'il rencontrerait inévitablement, c'est celle que connaissent les grandes organisations sociales et politiques. C'est à un moment donné, c'est la coexistence entre une série de professionnels qui dirigent la structure et l'ensemble des militants. Je pense qu'un mouvement citoyen n'est pas du tout à l'abri de ce type de tension. Oui. Donc, le troisième volet ne se termine pas de manière heureuse, béate et candide. Il demeure fondamentalement tragique, mais il y a une note d'espoir malgré tout. Oui. Ah, vous l'avez dit, hein, vous écrivez en suivant parfois pas à pas l'actualité. Oui. Le troisième tome dont on vient de parler va sortir à peu près aux alentours des prochaines élections communales. Oui. C'est la prochaine échéance électorale en Belgique. On risque d'y avoir des surprises. Là, je parle de la réalité, évidemment. Hein. Ici, est-ce que vous pensez que ces élections communales vont être une sorte, un peu comme en France, une sorte d'avant-après la manière de faire la politique en Belgique? Je ne pense pas qu'on aura un tsunami, puisque c'est l'expression qu'on a utilisée pour le scénario français, mais on pourra avoir des surprises, en tout cas du côté du Parti socialiste. Je pense vous pensez que, même si... C'est vrai que c'est dans quoi? C'est dans à peu près un an et demi. On dit qu'un an et demi, c'est une éternité en politique. Vous pensez que d'ici là, le PS n'aura pas réussi à se refaire une virginité aux yeux de ses électeurs? Se refaire une virginité me paraît difficile, étant donné le contexte, d'autant plus qu'on ne peut pas préjuger de ce qui va encore surgir au niveau de nouveaux scandales. Parce que moi, ce qui m'amuse assez, c'est de voir que chaque fois, la corporation journalistique paraît redécouvrir cette dimension scandaleuse dans le fonctionnement des partis. Or, c'est une vieille affaire. Il y a une espèce de subculture politique qui fait que ça me paraît relativement inévitable. Donc, je ne pense pas que le Parti socialiste pourra se refaire vraiment une virginité. Ouais, on le verra à l'automne 2018, et j'imagine que vous prédisez alors peut-être une grande montée du PTB, en tout cas en Wallonie. En Wallonie, en tout cas, on peut le prévoir.
Voilà, Richard Laurent, petite réaction peut-être après ce portrait assez amusant de Cynthia Isarelli. Vous avez un peu peur pour votre vie après avoir écrit ce thriller Les Éprouvés ? Non, pour ma vie, je ne pense pas, mais il y a très longtemps que je n'ai plus beaucoup d'amis au sein des grands partis. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous, Richard Laurent. Donc je rappelle cette trilogie dont le dernier tome sortira dans une petite année. C'est bien ça que vous m'avez dit. Les Éprouvés aux éditions du Basson. C'est signé Richard Laurent. Merci d'avoir été avec nous.